Ma mère, la seule chose qu'elle ait pu me dire sur ma naissance, c'est que je suis née un beau jour où il y avait du soleil et je suis née entre deux monceaux de cadavres. Les femmes n'avaient pas de montée de lait. Quand ils arrivaient à faire chauffer quelque chose dans une casserole, la casserole était rouillée, donc les enfants mouraient. Je vivais la Shoah à la maison avec mes parents, mais dès que je me levais le matin, que je mettais ma blouse pour aller à l'école, c'était fini, j'étais une autre enfant. Disons que c'est une page de mon histoire que j'ai voulu complètement enterrer. J'aime la France, je me sens... J'ai eu une éducation française, j'ai vécu qu'en France. Je n'avais pas envie de quitter la France. Florence Schulman, vous êtes née le 24 mars 1945 dans le camp de Bergen-Belsen, en Allemagne, 3 semaines avant sa libération par les Britanniques. Votre mère, enceinte de 7 mois au moment de son arrivée dans le camp, a réussi à cacher sa grossesse. Racontez-nous. Il est vrai que quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a voulu se faire avorter. Mais ça a été très très compliqué pour elle, ça n'a pas fonctionné. Donc elle a dissimulé sa grossesse le plus longtemps possible. Dans le camp de Helsinki, le dernier où elle s'est trouvée, parce elle a été dans d'autres camps avant, le commandant du camp, ayant appris qu'il y avait des femmes enceintes parmi les détenus, a décidé de les renvoyer ailleurs, donc à Bergen-Belsen. Et c'est comme ça qu'elle a pu, disons, survivre et garder sa grossesse jusqu'au bout. Alors moi, je suis née 3 semaines avant la libération, ce qui me laissait quand même le temps de survivre, en fait, si je peux appeler ça comme ça. Comment vous dire ? Ma mère, la seule chose qu'elle ait pu me dire sur ma naissance, c'est que je suis née un beau jour où il y avait du soleil, et je suis née entre deux monceaux de cadavres. Et les enfants mouraient parce que privés de nourriture, les femmes n'avaient pas de montée de lait. Quand ils arrivaient à faire chauffer quelque chose dans une casserole, la casserole était rouillée, donc les enfants mouraient d'infection ou de manque de nourriture. Donc ça a été vraiment un miracle, là. Je reconnais que ça a été un vrai miracle. Cette femme qui a accouché en même temps que ma mère, elle avait aussi quelques montées de lait. Et les 2 femmes allaitaient les 2 enfants à tour de rôle. On a souvent évoqué la fonction réparatrice des enfants de déportés. Vous vous décrivez vous-même comme un enfant modèle. Comment avez-vous assumé ce rôle ? En ayant une double casquette, comme j'étais déportée moi-même, puisque née dans un camp, et enfant de déportés. Donc il a fallu que je soutienne mes parents, que je leur donne la force de continuer de vivre et de travailler. Mes parents avaient tellement de souffrance en eux que je me disais, si moi, je ne suis pas parfaite, je vais rapporter des soucis en plus à mes parents, et là, c'était absolument inutile. Je devais déjà bien travailler à l'école, être bien éduquée, être polie, afin de pouvoir m'intégrer le mieux possible en France, quand même. Vous ne direz d'ailleurs rien de votre histoire, ni à vos professeurs, ni à vos camarades, comme pour mettre de côté votre passé. L'histoire de la Shoah passait en second plan pour moi. Je vivais la Shoah à la maison avec mes parents, mais dès que je me levais le matin, que je mettais ma blouse pour aller à l'école, c'était fini, j'étais une autre enfant. Disons que c'était une page de mon histoire que j'ai voulu complètement enterrer. Je voulais être comme mes copines, c'est-à-dire mener une vie quasi normale. Là où ça l'était beaucoup moins, c'était à la maison avec mes parents, qui n'avaient pas réussi à surmonter leur traumatisme. Ils l'ont surmonté d'une certaine façon, mais pas complètement. Pour parler de témoignages de mes parents, j'en ai jamais eu. Je n'en ai jamais eu. Je les ai eus par à-coups, par oui-dire, comme je raconte, quand j'étais petite, j'entendais au travers de la porte les histoires de déportation. Et c'est là où ça a été le plus difficile. Moi, j'entendais mes copines dont les parents racontaient des histoires de Blanche-Neige et de Cendrillon le soir. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Personne ne me racontait. Au fur et à mesure, vous en apprenez un peu plus sur le passé de vos parents. Vous découvrez même que vous avez eu un frère. J'ai réalisé ceci lors d'un dîner à la maison avec mes parents. Et ma mère a eu une crise d'angoisse ou un souvenir qui est revenu comme ça.
Elle a parlé de l'expérience qu'elle a eue en étant dans un ghetto où il y a eu une sélection de fêtes. On sélectionnait les gens pour être envoyés justement dans les camps de concentration. Ce jour-là, ma mère, on lui a arraché des bras son fils. Elle l'a raconté pendant ce dîner, mais elle le vivait comme si c'était sur le moment. Je veux dire, on avait l'impression qu'elle le vivait en live. Et je me suis rendu compte effectivement que j'avais un frère. Quand j'étais un petit peu plus grande, je demandais à ma mère pourquoi j'aurais pas un petit frère ou une petite sœur. Elle m'a carrément rabroué en disant « J'ai autre chose à faire que de faire des enfants maintenant », mais sans jamais évoquer cet enfant. J'ai pas de photos. Je sais simplement que c'était un petit brun aux yeux marrons et aux cheveux un peu frisés. Voilà, c'est tout. J'aurais bien aimé avoir un frère. J'étais fille unique et confrontée toute seule à mon problème avec mes parents. Alors je me suis dit, si j'avais eu un frère ou une sœur, nous aurions pu confronter ensemble cette histoire. À 17 ans, vous vous rendez pour la première fois en Israël. En quoi cela a-t-il été un déclic ? Ça a été le premier choc. C'était le seul endroit où on évoquait la Shoah sans état d'âme. J'ai été très surprise à mon arrivée en Israël d'avoir été interpellée par le douanier qui était sidéré de me voir. Il courait comme un fou. Qu'est-ce qui se passe ? D'où elle vient ? Je l'ai rassuré, mes parents me suivaient derrière, donc ça s'est rentré dans l'ordre. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que réellement, mon histoire n'était pas celle de mes copines. Et là-bas, on m'a mis carrément le nez dans mon histoire. On m'a dit, raconte, qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vas faire, etc. J'ai commencé à effleurer vraiment l'histoire de ma famille avec une première visite au mémorial de Yad Vashem. Et là, j'ai appris qu'il y avait à peu près une centaine de noms qui avaient été inscrits par mes parents de tous les membres de la famille qui étaient décédés pendant la guerre. Bon, ça impressionne. J'ai 17 ans, vous commencez à réfléchir. J'ai vu la réaction de mes parents devant des photos, ma mère devant le portrait de sa gardienne à Bergen-Belsen. Elle est restée pétrifiée devant elle. C'est quand même quelque chose qui vous étonne un petit peu. Après les attentats de 2015, vos amis vous ont conseillé à vous et à Claude, votre mari, de ne pas rester en France, mais vous êtes très attaché à ce pays. Vous redoutiez cependant que l'histoire bégaye à nouveau. Comment avez-vous vécu cette période ? Il est certain que c'était pas la première fois qu'il y a eu des problèmes d'antisémitisme et où les gens ayant eu un passé un peu douloureux se rappelaient en disant ça pourrait recommencer. Personnellement, je n'avais pas envie de quitter la France, d'autant plus qu'avec mon mari, nous étions encore en activité. Donc c'était même impensable de baisser le rideau d'un commerce et de partir. Aujourd'hui, je ne regrette toujours pas. J'aime la France. J'ai eu une éducation française, j'ai vécu qu'en France. Je ne vous cache pas que de temps en temps, lorsque je vais en Israël, ça me fait très très plaisir. Les plages sont belles, je vois mes petits-enfants, et ça c'est vraiment le grand plaisir de ma vie.